Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui, pour changer un peu, et car je crois qu'on n'en a pas encore fait jusqu'à présent, on va faire un peu de reverse engineering. Donc du coup, j'ai pris si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on en parle sur Hack-Size. J'ai sélectionné un challenge facile. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des challenges sur Hack the Box, puisqu'ils sont plus connus pour leur machine que pour leur challenge, eh bien ils sont juste en dessous, quand vous êtes connecté à Hack the Box, juste en dessous des machines, vous avez challenge. Vous cliquez dessus et vous avez les différents types de challenge proposés. Et donc là, si on va sur reversing, on a, comme les machines, des challenges actifs et retired. Et donc j'ai choisi un retired, puisque évidemment on n'a pas à publier de write-up sur les actifs pour éviter de spoiler la solution des challenges actifs. Et du coup, pourquoi parler de reverse engineering? Outre le fait que c'est un composant important dans le hacking, c'est parce que je tombais sur un article d'actualité qui parle donc d'une hackeuse qui a archivé l'intégralité de Parler, qui est donc un réseau social qui était très utilisé par l'alter-right américaine. Et du coup, dans cet article, on voit que la hackeuse, qui est donc la hackeuse de la semaine, elle se surnomme Crash Override, et elle a utilisé notamment Ghidra pour son hack, donc un logiciel de rétro-ingénierie. Donc je me suis dit, tiens, on va parler un peu de Ghidra, qui est un logiciel fameux pour le reverse engineering. Donc reverse engineering pour rétro-ingénierie en anglais. Et du coup, tant qu'à parler de reverse engineering ou de rétro-ingénierie en français, on va essayer rapidement de définir ce que c'est pour pareil les néophytes. Et si on regarde sur Wikipédia, en gros, la rétro-ingénierie, c'est l'activité qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne ou la méthode de fabrication. Dans le monde informatique, du coup, ça va très souvent être appliqué aux logiciels, donc aux exécutables, que ce soit sur Windows, Linux ou un autre OS. Et le but du jeu, c'est de comprendre qu'est-ce que fait l'exécutable sans qu'on ait le code source. Évidemment, si on a le code source, c'est plus simple de lire le code source pour comprendre ce que fait l'exécutable. Du coup, les cas les plus fréquents pour le reverse engineering aujourd'hui, c'est l'analyse de malware, donc un virus qui infecte des PC, et donc les sociétés de sécurité informatique essayent de comprendre ce que fait le virus pour le bloquer, et etc. Et après, historiquement, c'était très connu aussi pour le cracking, donc le cracking qui était l'activité enfin c'est toujours, mais je pense que c'est moins d'actualité avec Internet, mais toujours est-il que c'était l'activité qui permettait de craquer les logiciels pour, par exemple, d'une version gratuite, avoir les fonctionnalités de la version payante en cassant le code d'inscription. Voilà, donc ça c'est pour les deux activités les plus couramment utilisées en rétro-ingénierie informatique, on va dire. Et après vous avez la rétro-ingénierie pour les attaquants et attaquantes, qui consiste à, par exemple, analyser comment fonctionne un patch d'un éditeur pour voir si le patch ne corrige pas tout et permettrait de continuer à utiliser un exploit, par exemple. Mais bon, on va pas faire trop long sur ce sujet qui est un vaste sujet, mais en tout cas, bref, comme toujours, hein, comme toute activité en hacking, elle sert à la fois le côté blue et le côté red, donc les attaquants et les défenseuses. Voilà pour l'introduction sur le reverse engineering. Du coup, j'ai pris un challenge super simple, quasiment le plus simple que j'ai pu trouver, je crois, sur Hack the Box, qui est le Find the Easy Pass. Il est là, donc on voit qu'il est considéré comme facile par la communauté qui l'a validé. Et donc, ils nous donnent un exécutable et ils nous disent Find the password save pass and enter the flag in the form HTTP pass. Donc je télécharge le fichier qui est un zip
Une fois qu'on a téléchargé le zip, on l'extrait avec le mot de passe hackthebox qui est fourni ici. Et on a donc un exécutable ici, easypass.exe. Si je fais file easypass.exe, on voit que c'est un exécutable pour Windows. Alors du coup, pour le lancer sur Linux, on va utiliser Wine, qui permet donc de lancer des exécutables Windows sur Linux. Je vais pas trop m'apesanter sur Wine, puisqu'on pourrait pas y faire toute une vidéo dessus, tellement c'est un vaste sujet aussi. Ça affiche des erreurs qu'on peut ignorer. Et ben, faut pas être pressé. Voilà. Et donc ça ouvre cet exécutable qui a simplement une fenêtre avec enter password, check password. Donc si on met Lisbeth comme mot de passe, check password, on voit que c'est pas le bon mot de passe. Donc on comprend très simplement que le but du jeu va être de retrouver quel est le bon mot de passe pour ce logiciel. Bien, donc ce qu'on peut faire, c'est donc lancer Ghidra, hein, j'en ai parlé au début, ça va être le logiciel qu'on va utiliser pour cet exercice, ce challenge. Et donc c'est un logiciel assez connu qui est développé par la NSA, donc la NSA a changé de politique, on va dire, suite aux révélations Snowden. Et pour redorer son image, en partie, hein, c'est un vaste sujet, mais toujours est-il qu'elle a publié de manière ouverte le code source de Ghidra, qui est donc librement accessible pour tout le monde pour effectuer de la rétro-ingénierie. Et donc ça permet notamment aux hackeuses de pouvoir hacker le réseau parleur. Ils mettent ici un matériel peu cher et facile à se procurer, en effet, puisque c'est gratuit. Donc, je vais lancer Ghidra. Donc, pour l'installer, il y a juste à faire un clone de mémoire. J'avoue que j'avais déjà installé avant, donc je sais pas. Et donc c'est du Java, donc on peut le lancer sur n'importe quel système d'exploitation qui supporte Java. Je suis pas forcément la dernière version, mais bon, ce sera largement suffisant pour notre objectif du jour. Alors là on voit que il ouvre directement EasyPass puisque je l'avais ouvert pour préparer la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire No et je vais le fermer, Close All, pour partir from scratch. Donc vous, si vous démarrez et qu'il n'y a rien ouvert, vous tombez Close Tool, Close, on va fermer tout ça, File, Close Project. Voilà, normalement si vous le lancez pour la première fois, vous devez tomber sur une interface qui ressemble à ça. Du coup, première chose, c'est on va créer un projet. Donc on va l'appeler HTB EasyPass. Finish. Donc une fois qu'on a créé le projet sur lequel on va travailler, comme beaucoup d'outils, eh bien on va importer un fichier import file, et donc on va importer l'exécutable que l'on veut analyser. Donc ici on a une première info intéressante qui est affichée par Ghidra, c'est que l'exécutable semble avoir comme langage du Borland Delphi. Du coup Delphi, pour les les plus anciens et les plus anciennes, ça peut rappeler des souvenirs.
Donc, si on regarde sur Wikipédia, c'est un langage qui a eu comme première, enfin qui est sorti en 1995. Donc un langage de programmation orienté objet qui avait aussi son environnement de développement intégré. Donc on voit que c'est un challenge qui joue avec un vieux langage. Donc pour le coup, vous aurez peu de scripts, j'imagine, à analyser en Delphi aujourd'hui. Mais on sait jamais. Donc une fois que vous avez fait import, vous pouvez laisser tout par défaut et faire OK. Je vais pas rentrer dans les détails, je fais vraiment au plus simple aujourd'hui, c'est une présentation succincte de Ghidra. Donc on laisse tout par défaut, OK. Et donc le fichier est importé. Une fois que le fichier est importé dans votre projet, vous pouvez faire un clic droit sur le fichier et faire Open in Default Tools. Et donc là il va lancer le code browser. Donc comme il n'a pas été analysé, on va l'analyser. On laisse toutes les options par défaut et on lance l'analyse. On voit en bas à droite que l'analyse est en cours. Du coup, pendant qu'il analyse, je vais présenter rapidement les fenêtres qui sont ouvertes par défaut. Donc en haut à gauche, on voit qu'on a l'arborescence de l'exécutable. Au milieu à gauche, la table des symboles. En bas à gauche, les différents types de données existants dans l'exécutable. Au milieu, on a le code assembleur avec qui est déjà pas mal travaillé pour être le plus compréhensible possible, mais comme l'assembleur c'est du langage machine, évidemment, c'est pas super intelligible. En bas, la console. Et sur la droite, le décompileur. On va voir que c'est très utile, peut-être pas pour pour ce challenge-là, mais c'est vraiment la magie de Ghidra. Donc la grosse magie de Ghidra, c'est que déjà c'est un logiciel qui gère la plupart des formats existants, Intel, ARM, etc. Donc ça c'est super positif. Et la deuxième grosse magie de Ghidra, c'est qu'il arrive la plupart du temps à récupérer le code source d'origine depuis le code assembleur. Bien, donc il a pas tardé à avoir fini. Donc, une fois qu'il aura fini, sur les challenges faciles en reverse engineering, la bonne astuce, c'est de partir, on peut ignorer le message d'erreur, de partir de l'exécution de ce qu'on a quand on exécute l'exécutable. Donc là, on voit que quand on fait check password, ça affiche wrong password. Donc une bonne chose, un bon indice pour démarrer ce challenge, c'est de chercher dans l'exécutable à l'endroit où ça affiche wrong password. Donc pour cela, il y a comme tout programme des assembleurs un outil. Je sais plus où y mettre ça. Voilà, search for string, on peut chercher pour dans l'exécutable des strings. Non, ça doit pas être cet outil-là. Pourquoi je dis que c'est pas cet outil-là? Parce que normalement, search for string, il y a un champ de recherche pour rechercher les strings, et là, on dirait que c'est autre chose. Je pense qu'il cherche, au moins qu'il faille, le lancer et faire la recherche après. Je ne sais plus. Référence. Du coup, c'est une opération qu'on fait pas souvent, enfin moi que je fais pas souvent. En général, je pars autrement, mais là pour le challenge facile, je m'étais dit que c'était la meilleure solution. Et on va voir si je fais search là, il fait quoi? Ah bah c'est ça, il va chercher, c'est juste qu'on peut pas mettre de paramètres en amont. On le lance et il cherche donc les strings, les chaînes de caractères qui sont présentes dans l'exécutable, et il les synthétise dans cette nouvelle fenêtre. Et donc là, si je cherche
la chaîne de caractères dont on a parlé, c'est-à-dire wrong password. On va juste chercher password, je pense que ça sera suffisant comme filtre. On voit qu'elle est ici. Donc on a sa location, donc son adresse de localisation, je sais pas trop en français, au sein du programme. Donc en hexadécimal c'est du 454200. Et donc rien que le fait d'avoir cliqué dessus, je crois que make selection, voilà, ça m'envoie dans le code assembleur à l'endroit où il y a cette chaîne wrong password. Donc super. Et à partir de là, l'astuce, c'est vraiment pour débutants, hein. La plupart du temps ça marchera pas, mais pour ce challenge très facile ça marche. On voit déjà que juste en agrandissant la fenêtre, juste au-dessus de wrong password, il y a good job congratulations. Donc on imagine que quand on met le bon mot de passe, ça va afficher ça. Et quand on continue de monter encore un peu au-dessus, on voit des lettres. Et en fait, moi j'ai résolu le challenge tout simplement comme ça, puisque là il n'y a plus de lettres, mais on voit que si on descend à partir de la première lettre, ça fait Fortran, point d'exclamation, Fortran. Et Fortran, c'est un vieux langage aussi, bien plus vieux d'ailleurs que le Delphi. Si on regarde sur Wikipédia, le Fortran date de 1954. Langage de programmation principalement pour le calcul scientifique. Du coup, en tout cas, vu que ça parle de Delphi, tout ça, on se dit que ça peut être la solution. Et donc, on n'a plus qu'à la tester. Est-ce que si je mets Fortran, point d'exclamation, ça passe? Good job, congratulations. Voilà, tout simplement, une solution très simple pour résoudre ce challenge de reverse engineering facile. Du coup, quand on est, on va dire, l'éditeur d'un logiciel qui ne souhaite pas qu'il soit facilement craquable, et ben évidemment le conseil c'est de ne pas stocker le mot de passe en statique dans le logiciel. Et si on est un concepteur de malware, on va offusquer beaucoup son code pour éviter que les analystes puissent comprendre ce qu'il fait. Donc c'est toujours pareil, hein, ça dépend dans quel camp on est sur ce type de problématique. Voilà, donc une vidéo très très courte cette semaine pour parler reverse engineering en fonction de l'actualité. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.